Il y a eu un peu moins d'enthousiasme venant de la Russie ces derniers temps en ce qui concerne les discussions entre les États-Unis et la Russie, à cause de la situation liée à l'envoi de missiles Tomahawk en Ukraine par Trump. Voici ce qu'a déclaré récemment Sergueï Ryabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères. Je dirais qu'il s'agit d'une étape d'escalade très sérieuse, en référence aux missiles Tomahawk. En effet, l'apparition de tels systèmes, si cela devait se produire, signifierait un changement substantiel, on pourrait même dire qualitatif, de la situation. Mais cela n'affectera pas notre détermination à atteindre les objectifs fixés. Il y a eu des commentaires d'autres législateurs et de Poutine. Ils ont tous dit que ce serait une escalade grave. Vous savez, selon Ryabkov, l'élan issu du sommet de l'Alaska s'est essoufflé. Que se passe-t-il exactement dans ce conflit? Et pourquoi voyons-nous aussi autant d'enthousiasme dans les grands médias occidentaux? Cette idée que désormais l'Ukraine peut repousser la Russie, que l'Ukraine est aux commandes. Aidez-nous à démêler tout cela. Eh bien, tout d'abord, vous avez dit d'autres législateurs, puis vous avez mentionné le nom de Vladimir Poutine. Ce n'est pas un autre législateur, c'est le président de la Fédération de Russie. Et vous savez, en gros, même s'il consulte et prend des conseils, c'est sa parole qui compte plus que tout autre. En somme, ce que Ryabkov a dit correspond exactement à ce que Vladimir Poutine a déclaré lors de sa présentation à Valdai. Et juste pour renforcer l'idée que c'est la parole du président qui fait foi, Ryabkov a peut-être déclaré l'Alaska morte, mais Ushakov vient tout juste d'affirmer, il y a une heure, que non, l'Alaska est bien vivante, très vivante, et que Trump et Poutine continuent de se parler. Vous savez, Ray et moi avons échangé à ce sujet, vous ne l'avez pas vu, à propos des missiles Tomahawk et d'autres choses de ce genre. Et vous savez, je suis plutôt un littéraliste, c'est-à-dire que lorsque j'entends un président dire « j'ai pris la décision d'envoyer des Tomahawks », je me dis « eh bien, j'imagine que le président a pris la décision d'envoyer des Tomahawks ». Et quand j'entends des gens parler des conséquences, je dis « eh bien, la perception crée sa propre réalité ». La perception d'un président prêt à envoyer des Tomahawks crée une réalité en Russie, et inversement. Mais Ray, toujours l'homme sage, dit « eh bien, il faut faire face à la réalité ici. Peuvent-ils réellement envoyer des Tomahawks? Je veux dire, c'est une chose. Vous savez, Scott Ritter dit, comme ma femme vous le dira, pas tellement récemment, mais chaque été, à la fin de l'été, je disais, chérie, c'est le moment. C'est l'année où je vais m'entraîner sérieusement. Nous allons économiser de l'argent et je vais gravir le mont Everest en mai. Je pars en expédition sur l'Everest. C'était mon rêve, faire cela, être suffisamment en forme physiquement et tout le reste. Mais le fait que je dise que je voulais gravir le mont Everest ne l'a pas rendu possible, car il y avait beaucoup de choses qui devaient se produire et qui ne se produiraient tout simplement pas. Par conséquent, je n'allais jamais atteindre le sommet de l'Everest. Et Ray a probablement raison. Les Tomahawks ne seront jamais livrés à l'Ukraine, parce qu'il y a tout simplement trop de choses qui doivent se produire. Et si vous écoutez ce qu'a dit Ushakov, je pense que Ray a encore plus raison. Encore une fois, je ne vais pas être condescendant à ce sujet. Je suis quelqu'un qui pense que la simple menace d'envoyer des Tomahawks est une manœuvre déstabilisatrice et qu'il vaut mieux éviter de menacer de cette manière. Mais vous savez, Trump aime remuer les choses, créer de la pression et ce genre de dynamique. Et la pression autour des Tomahawks agit dans les deux sens. Ce n'est pas seulement une menace pour la Russie, c'est aussi un signal adressé à l'Ukraine et à l'Europe sur leur impuissance collective. Parce que si elle place tant d'espoir dans une arme qui ne pourra jamais être livrée, cela signifie qu'il n'y a plus aucun espoir. Et Trump doit faire passer ce message clairement. Je pense que ce message a été transmis de manière décisive. C'est pourquoi, soudainement, Ushakov sort en disant « Non, non, nous discutons, tout va bien ».
Alaska, en bonne voie. Nous avançons vers la paix. Je pense que toute cette histoire de Tomahawk n'était qu'un écran de fumée. Je crois que c'est juste Donald Trump qui intervient, qui remue les choses pour voir comment ça évolue. Et la pression n'était pas destinée à être exercée sur la Russie. Ce qui explique en partie pourquoi Poutine a réagi de manière plutôt discrète. Je veux dire, il a fait les déclarations évidentes. Oui, si vous faites ça, bon, on voit la lumière au bout du tunnel, mais elle s'éteindra. Mais on n'a pas vu Poutine adopter un ton grave, taper du poing sur la table, menacer ou s'emporter. Poutine était plutôt du genre « Eh, c'est un vieux système, on le connaît, on pourrait l'abattre, tu vois, et calme ». Cela laisse entendre que Poutine sait quelque chose que nous ignorions. Et apparemment, ce que nous savions, c'est qu'il y a des discussions en cours. Normalement, quand Poutine et Trump se parlent, c'est un grand événement. Je pense que maintenant, ils sont passés en mode discret. Je pense que Trump est en train de se désengager de l'Ukraine. Je pense qu'il cherche à faire comprendre à l'Ukraine et à l'Europe les conséquences de cette situation, ainsi que l'absence de viabilité de toute option autre que de parvenir à un accord avec la Russie, un accord acceptable pour la Russie. Et c'est la direction que nous prenons. La déclaration d'Ushakov semble aller exactement dans ce sens. Et puis bien sûr, il y a Kirill Dmitriev. C'est ce type qui travaille avec Steve Witkoff. Il a participé à toutes ces réunions, c'est un proche de Poutine, et il n'a cessé d'être un enthousiaste. Je regarde le monde sombrer, et ensuite je suis Kirill Dmitriev, et je me dis, ce gars ne fait que publier des messages positifs. Je veux dire, il est là. Et je me dis, est-ce qu'il est sous cocaïne? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, apparemment, Kirill savait des choses que j'ignorais, comme le fait que Poutine et Trump se parlent. Et Kirill reste là, en disant, tout va bien, ne t'inquiète pas, la fin du monde? Non, tout va bien, Poutine et Trump se parlent. Il ne l'a pas dit explicitement, mais l'implication, c'était que tout allait s'arranger. Et la déclaration d'Ushakov laisse entendre, je pense que c'est la direction que nous prenons ici. Vous savez, Trump devait se sortir du trou dans lequel il s'était lui-même enfoncé à propos de sa capacité à mettre fin au conflit russo-ukrainien. Il avait besoin que l'Europe se réveille face à la réalité. Tu sais, il ne pouvait pas avoir 7 personnes qui envahissent le bureau ovale à chaque fois qu'il prenait une décision sur l'Ukraine. Il avait besoin que les Européens se réveillent et se disent « c'est sans espoir ». Je veux dire, regarde Macron. Il ne sera peut-être plus là très longtemps. Les Britanniques, c'est une blague. L'Allemagne, un cas désespéré. Kaja Kallas s'est enfin réveillé et a compris qu'après que Trump a dit à Zelensky « Eh bien, tu as vu le visage de Zelensky. Eh, pourquoi ne pas reprendre les frontières de 1991? Vraiment. Et tant que tu y es, prends Moscou. Trump est mon ami. » Et ensuite, il est allé voir la presse. Trump m'écoute. Il écoute ce que je dis. Et il croit ce que je dis. Et on va tout faire. Ça va être génial. Et Klaus est sorti et a dit, ce que j'ai entendu, c'est que Trump s'est lavé les mains de l'Ukraine, qu'il s'en est détourné et qu'il a mis tout le fardeau sur l'Europe. Et nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Et c'est la réalité qui s'est imposée. Je vais m'arrêter là, car j'ai déjà assez parlé. La prochaine fois que je prendrai la parole, je veillerai à évoquer quelque chose de très important qui s'est produit cette semaine. Quelque chose de décisif et qui est en fait lié à cette discussion. Mais je ne vois pas tout en noir pour l'instant. Je pense qu'on se fait manipuler. Et Ray l'avait prédit. Bravo à toi, mec, tu l'avais vu venir. Tu as dit que c'était un jeu. Trump dit que cette histoire de Tomahawk n'est pas réelle, que c'est un jeu. Et il semble bien que cette histoire de Tomahawk ne soit pas réelle. C'est devenu un jeu. Le Télégraphe affirme que l'Ukraine se prépare à la livraison de missiles Tomahawk. Ils ne peuvent pas les tirer. Ils sont censés servir de moyen de pression,
mais cela pourrait prendre des mois, et ils ne quitteront peut-être jamais leurs lanceurs, faute de quoi les utiliser. Eh bien, Major Ritter, je vous salue pour avoir reconnu nos conversations, pour avoir écouté et pour avoir grandement contribué. Capitaine McGovern, fin de transmission. Maintenant, soyons sérieux. Les vrais analystes du renseignement comparent leurs notes, d'accord? Ils ne partent pas dans tous les sens. Et les meilleurs savent écouter. Nous avons donc eu ce dialogue, et ces derniers jours, il est apparu de plus en plus clairement qu'il s'agit en réalité d'un leurre, d'un faux semblant. Cela finira par se dénouer. L'important, c'est que les Russes continuent de parler au conditionnel, d'accord? Si. Et vous savez, il y a Lavrov, il y a Yakov, il y a Poutine lui-même. Tout cela reste très hypothétique. Et Lavrov, il y a 5 jours, a déclaré « Écoutez, selon mes informations, aucune décision n'a encore été prise. » Et ensuite, vous avez Maria Zakharova, la porte-parole présidentielle, qui dit « Vous savez, je ne connais pas vraiment ce type Kellogg, enfin, ne travaille-t-il pas pour le président? N'est-il pas subordonné? Ne suit-il pas la politique qui a été fixée? Nous sommes engagés sur la voie du progrès et de la paix. Que se passe-t-il ici? » C'est donc très clair. Maintenant, je vais suggérer quelque chose de très inhabituel, à savoir que Trump suit ici un slogan marxiste-léniniste. Lénine a dit de manière célèbre « Revolutia procodit zigzagami ». Zigzagami, zigzag, d'accord? La révolution progresse en zigzag. Et c'est ainsi que la rhétorique a commencé en Russie, et c'est ainsi qu'elle se présente aujourd'hui. Trump dira une chose un jour, puis il dira autre chose le lendemain. C'est pourquoi nous avons dû attendre au moins 3 ou 4 jours pour savoir si c'était réel. Maintenant, la véritable question est que les Tomahawks ne sont pas réels. L'autre fait réel, c'est que Poutine attend une déclaration officielle de Trump pour savoir s'il acceptera la proposition de Poutine, instaurer une sorte de moratoire sur les projets de développement futurs, quelque chose qui s'approcherait des mêmes limites que le traité START, lequel ne peut pas être renouvelé et expire le 5 février. L'une des choses les plus intéressantes que Ryabkov a dites hier dans cette interview était la suivante. La Russie ne lie pas la question des livraisons de Tomahawk à Kiev à la nouvelle proposition START pour les États-Unis. Citation. Ce sont 2 sujets distincts. Fin de citation. C'est bien, d'accord? Donc l'un est un faux semblant et l'autre est bel et bien réel, d'accord? Maintenant, Trump sera-t-il capable d'être raisonnable et de dire « Très bien, écoutez, nous savons que vous gagnez beaucoup d'argent là-bas en développant de nouveaux missiles. Nous allons maintenir cette limite sur les missiles stratégiques. Donc nous allons la prolonger d'1 an. » Sera-t-il assez fort pour faire cela? Eh bien, je pense que oui. Il fera face à beaucoup d'opposition, mais je pense qu'il le sera. Et si cela se produit, ce sera une avancée majeure. Ensuite, d'autres choses pourront être accomplies. Ryabkov a déploré le fait que oui, nous avons parfois des contacts presque tous les jours, mais rien n'avance. Il n'y a même pas d'accord sur le moment où nous devons nous rencontrer pour discuter des relations bilatérales. Comment les améliorer? Comment gérer les avoirs russes saisis aux États-Unis sous Obama? Qu'en est-il des compagnies aériennes et de tout ce genre de choses? Ce que dit Ryabkov, c'est que, regardez, nous avons ici un édifice qui a été construit. Zakharov dit que ce n'est que le début. Puis Ryabkov déclare « Ça se fissure, ça s'effondre et c'est juste devant nous. Les Américains sont responsables de cela. Les Européens sont responsables de ce qui se passe en Ukraine. Mais les Américains le sont aussi, affirme Ryabkov. Les fissures ont maintenant atteint les fondations. Alors il y a un virage. Il dit, écoutez, nous en arrivons au point où nous ne nous laisserons plus berner à propos de l'Ukraine ou de quoi que ce soit d'autre. Mais s'il vous plaît, prenez-nous au sérieux concernant le nouveau traité START.
Et puis il y a Ushakov, qui est le plus proche de Poutine sur ce sujet. C'est son bras droit pour les armes stratégiques et pour les forces nucléaires de portée inférieure ou intermédiaire. Il dit non. Regardez. Ryabkov dit simplement que nous aimerions vraiment commencer. Nous avançons ici dans la mise en œuvre des accords conclus en Alaska. Et c'est important, car auparavant il n'y avait aucun contact. Au moins il y en a maintenant. Si la situation s'envenime en Iran ou en Israël, il y aura des contacts. Lavrov pourra joindre. Comment s'appelle-t-il déjà? Rubio, alors qu'il n'a pas pu joindre Blinken ou Sullivan. Et c'est un fait majeur. Et le sommet a eu lieu. Maintenant, l'invitation en suspens, la dernière chose que je dirais ici, les Russes répètent cela depuis 2 semaines. Écoutez, nous espérons toujours que Trump viendra à Moscou pour le prochain sommet. Maintenant, il y a une alternative ici, et permettez-moi de la proposer à l'antenne. Poutine pourrait dire, écoutez, faisons venir 5 d'entre vous à Sotchi. Venez à Sotchi et nous aurons une discussion informelle. 5 de notre côté, 5 du vôtre. Vous verrez Sotchi, ce n'est pas un endroit perdu, vous verrez ce qu'est Sotchi aujourd'hui, et nous nous retrouverons. Voilà donc mon idée de ce qui pourrait se passer ensuite. Rien de trop formel, mais quelque chose qui amènerait Trump en Russie et lui permettrait de voir par lui-même, non seulement Moscou, mais aussi le reste du pays, et d'avoir des discussions sérieuses de manière plus libre, plus détendue, peut-être autour d'un peu de vodka, ou de vodka avec du Coca Light à Sotchi. C'est ma recommandation au cas où certains d'entre vous à la Maison-Blanche écouteraient. Il existe toute une gamme d'opinions sur cette question des Tomahawks en particulier. Andrei Kartapolov, le président du comité de la défense du Parlement russe, a déclaré que leur réponse serait ferme, ambiguë, mesurée et asymétrique. Nous trouverons des moyens de nuire à ceux qui nous causent des problèmes. Dans quelle mesure ce désespoir, le recours aux armes, la prolongation du conflit, surtout de la part de l'OTAN, indique-t-il que les choses ne se passent pas très bien en ce moment? Quand je regarde les médias traditionnels, tout ce que je vois c'est « l'Ukraine a frappé ceci, l'Ukraine a frappé cela, l'Ukraine est aux commandes ». Mais ce comportement semble indiquer quelque chose d'un peu différent. Que se passe-t-il ici? Eh bien, c'est une transition parfaite vers ce dont je voulais parler. Vous savez, depuis le début de l'opération militaire spéciale, les observateurs extérieurs, des analystes comme moi, sont déconcertés par le fait que la Russie permette à l'OTAN d'envoyer des armes en Ukraine sans être inquiétée. Pourquoi la Russie laisse-t-elle Lviv et d'autres villes de l'ouest de l'Ukraine devenir en quelque sorte une zone de stockage, non seulement pour les armes, mais, dernièrement, pour des capacités de production d'armement? Des usines sont en construction, et pourquoi ne les bombarde-t-il pas? Et puis la question se pose, la Russie a-t-elle vraiment autant de contrôle sur l'espace aérien ukrainien qu'on nous l'a fait croire? Il me semble que l'Ukraine s'est dotée d'un parapluie protecteur de défense aérienne intégré. Pourquoi les F-16 peuvent-ils opérer depuis l'ouest de l'Ukraine? Ces appareils n'étaient-ils pas censés être détruits dès le premier jour par la fameuse armée russe? Et c'est l'une de ces questions auxquelles on ne pouvait tout simplement pas répondre. Je veux dire, vous savez, la réponse était, eh bien, peut-être que la Russie n'est pas aussi performante que nous le pensions. Peut-être que le Patriot est meilleur que ce que nous pensions. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais qui sait, n'est-ce pas? Et cela semblait être la direction prise, ce qui indique alors la possibilité d'un conflit à long terme. Exactement le contraire de la direction stratégique que la Russie souhaite suivre. La Russie ne cherche pas à mener une guerre sans fin. Elle veut que cette guerre se termine à des conditions favorables à la Russie.
Mais si la Russie permet à l'OTAN d'installer une capacité industrielle de défense en Ukraine occidentale, d'y acheminer des armes et de les stocker, de les entreposer là pour pouvoir continuer à les envoyer au front, eh bien, cela conduit à une autre conclusion. Et puis la réponse est arrivée cette semaine. Et c'était tout simplement un éclair de l'évidence. Ce que la Russie a fait, c'est créer la perception d'un refuge sûr en Ukraine occidentale. Voyez-vous, si la Russie avait agi de manière décisive dès le début, ses entrepôts, ses installations de l'industrie de défense auraient été construits dans des pays de l'OTAN, n'est-ce pas? Comme c'était le cas au début, il faisait les centres de réhabilitation, tout se faisait dans l'OTAN, et cela, c'est intouchable. Cela donne à l'Ukraine une profondeur stratégique. Mais l'OTAN cherchait à transférer tout cela en Ukraine. Et pour y parvenir, il faut créer la perception que l'Ukraine occidentale constitue la profondeur stratégique de l'Ukraine. Et puis l'Occident a déposé des centaines de milliards de dollars de ressources. Armes, entrepôts, installations, sites industriels de défense. Tout cela entassé à l'Ouest. Et maintenant, c'est cette capacité que les Britanniques, dans leur approche consistant à maintenir l'Ukraine dans le combat, mettent en avant. Cela a désormais simplifié les choses. Tout ce que l'OTAN a à faire, c'est de fournir l'argent. Et ils peuvent rapidement expédier des armes vers les sites de stockage dans l'ouest de l'Ukraine. Et cette guerre peut durer éternellement. Nous pouvons maintenir l'Ukraine dans le combat. Sauf que la semaine dernière, la Russie les a détruits. La Russie est arrivée et a dit « Ah, vous pensiez que les patriotes dans l'ouest de l'Ukraine avaient un taux d'interception de 60%? Essayez 6. » Et ils ont simplement fait exploser ces installations. Et ils vont continuer à les faire exploser. Tous ces investissements sont perdus. Et maintenant, tu vois le désert. Le jour où c'est arrivé, as-tu vu ce que Zelensky a fait? Après avoir dit « Nous allons frapper la Russie en profondeur, c'est ce que nous faisons », il a déclaré « J'ai besoin d'un cessez-le-feu aérien immédiatement », parce qu'il vient de se réveiller en se disant « J'ai tout perdu ». Et l'OTAN ne peut pas reproduire cela. Il n'y a pas de plan B. Il n'existe aucune installation de l'OTAN capable de remplacer cela. Elles ont disparu. Et c'est la réalité à laquelle l'Europe se réveille en ce moment, qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire à ce sujet. La Russie vient de changer radicalement le calcul de ce jeu. C'est pourquoi, tout à coup, je me suis dit, oui, nous discutons. Je pense qu'il va y avoir un accord de paix. Eh bien, pourquoi? Parce que l'Europe n'a plus aucune carte en main. Trump a tout laissé tomber sur l'Europe. Le plan de l'Europe reposait sur la possibilité de transférer des armes vers un refuge sûr en Ukraine occidentale et d'y faire travailler l'industrie de la défense. C'est fini. L'Europe n'a pas de plan B. Ils sont tous là, à attendre, livrés au vent pour l'instant. Et la Russie dit oui, cette offensive du nord de Prokhorovsk que vous avez menée, c'est terminé. Nous avons gagné. Vous êtes tous morts. Et nous avons repris l'offensive là-bas. Le mur de drones que vous avez construit, tous les opérateurs de drones qui le faisaient fonctionner, ils sont morts. Nous les avons tous tués. Et nous avons réaffirmé notre domination dans le domaine des drones. Sumy, vous nous avez combattus juste, la dernière fois que j'ai vérifié, nous progressions vers le sud là-bas. Nous avançons partout. Vous n'avez plus d'hommes. Votre réserve stratégique est morte au nord de Pokrovsk. Pokrovsk est sur le point de tomber. Kupiansk est sur le point de tomber. Vous savez, c'est la réalité. Et je pense que ce que vous allez voir, c'est que Trump va aller voir les Européens et les Ukrainiens et leur dire « Je m'en lave les mains, vous êtes livrés à vous-même. » Ça ne se passe pas très bien, n'est-ce pas? Des Tomahawks? Oh oui, vous aurez les Tomahawks, 2028, 2029, 2030. Peut-être qu'on vous en donnera 3, 4, 5. Ne t'inquiète pas, tu les auras.
mais tu ne seras plus en vie parce que tu es en train de mourir en ce moment. C'est fini. L'énergie est partie. L'hiver va être terrible. Et je pense que ce que nous voyons en ce moment, c'est que Trump a joué un jeu et Kaja Kallas l'a compris. Je veux dire, tu aurais dû voir ça. As-tu regardé cette interview quand elle est venue au micro? Tu sais, cette femme qui dit « Mon travail, c'est de démanteler la Russie, de faire lécher mes bottes à Poutine et au monde entier. » Elle est sortie, et tu sais, Zelensky est là-bas, en train de faire une sorte de danse en disant « Trump m'aime, il m'aime. » Non, il ne t'aime pas. Elle a dit « Trump vient de se laver les mains de toi, et il a mis tout le fardeau sur nous. » Nous ne pouvons pas le faire. À l'époque, elle pensait encore avoir une enclave ukrainienne occidentale. C'est fini, anéanti. C'est pourquoi, à mon avis, on perçoit ce nouvel air d'optimisme venant de Moscou. Et ils ne sont pas arrogants à ce sujet. Tu sais, les Russes ne paradent pas en criant victoire. Leurs propos sont très mesurés. Mais la déclaration d'Ushakov dit tout. Tu sais, Ryabkov est sorti et a plus ou moins laissé entendre que tout l'élan venu d'Alaska s'est dissipé. Ryabkov dit quelque chose comme « Ah, on discute, tout va bien, ne t'en fais pas. » Tu sais, je suis optimiste, parce que rien ne va dans le sens de l'Europe, rien ne va dans le sens de l'Ukraine, et tout va dans le sens de la Russie. Eh bien, Scott, qu'en est-il des raffineries détruites? Tu n'as jamais rien fait pendant une guerre, n'est-ce pas? Tu sais, tu n'as jamais combattu de ta vie. Parce que si tu penses qu'une guerre va entièrement dans un seul sens, ce n'est pas le cas. Les Ukrainiens ne causent pas de dégâts stratégiques à la Russie. Et les files de voitures aux stations-service, ça n'existe pas. Et toutes les mauvaises choses dont on parle, ça n'existe pas non plus. Je vais à Moscou la semaine prochaine. Je suis convaincu que la Moscou que je verrai sera une métropole prospère, tout comme celle que Ray a vue en mai, peuplée de gens qui, tu sais, se préoccupent de la guerre. Il faudrait être inhumain pour ne pas l'être, mais certaines personnes ne perdent pas le sommeil à ce sujet. Elles n'y croient tout simplement pas. Vous savez, on peut inviter Gilbert Doctorow à venir parler d'un seul tenant de la classe des chuchoteurs, des élites, des milieux politiques et de leur volonté de voir Poutine partir. Jamais dans l'histoire du monde, il n'y a eu de tentative de coup d'État contre un dirigeant jouissant d'un taux d'approbation de 80%. Vladimir Poutine est le président le plus populaire de l'histoire de la Russie, pour une raison, parce qu'il excelle sur tous les plans. La Russie est de retour. Les Russes ont réappris à aimer leur pays. Ils sont fiers de ce qu'ils sont. Ils sont fiers de la direction qu'ils prennent. Ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli et ont confiance en leur armée pour poursuivre le combat. Les personnes qui affirment qu'il existe une division entre l'état-major et Poutine ne savent pas ce qu'est l'état-major et ne comprennent pas qui est Vladimir Poutine. Il n'y a aucune division entre ces deux hommes. Ils sont sur la même longueur d'onde. La preuve se trouve dans ce qui se passe en ce moment. Une conjonction d'actions militaires et diplomatiques menant au résultat que Vladimir Poutine avait annoncé dès le premier jour de ce conflit. Une guerre qui se termine selon des conditions dictées par la Russie, acceptables pour la Russie.